Pour mettre fin à de mystérieux et inquiétants phénomènes, l'inspecteur John Strock parviendra-t-il à découvrir et à mettre hors d'état de nuire celui qui prétend en être l'auteur et le maître? Nous sommes aux États-Unis, en Caroline du Nord, et pour être plus précis, dans les montagnes bleues. Depuis peu de temps, des phénomènes inquiétants se déroulent sur le Great Eyrie, un sommet réputé inaccessible. De sourdes et inexplicables rumeurs semblaient annoncer une activité volcanique. Des gerbes de flammes étaient même parfois apparues la nuit. Dans les premiers jours d'avril de cette année-là, voici que les appréhensions eurent des motifs sérieux de tourner à l'épouvante. Les habitants de cette région furent réveillés par une commotion qui fut suivie d'un bruit formidable. Voici que vers 5 heures du matin, un bruit étrange se fit entendre à travers l'atmosphère. Une sorte de halètement régulier accompagné d'un puissant battement d'ailes. Et s'il eût fait jour, peut-être les gens des fermes et des villages eussent-ils vu passer un gigantesque oiseau de proie, quelque monstre aérien qui, après s'être enlevé du Great Eyrie, fuyait dans la direction de l'Est. L'inspecteur principal de la police de Washington, John Strock, est missionné par son chef, M. Ward, pour enquêter en toute discrétion sur ces étranges phénomènes. « Quoi ?» s'écria l'inspecteur John Strock. « Vous auriez des soupçons que des malfaiteurs ?» « Il se peut, John Strock, » répondit M. Ward, « que je me trompe et que tout ce qui se passe soit dû à des causes naturelles. Eh bien, c'est ce que nous voulons déterminer et dans le plus bref délai. » Dès le surlendemain, l'inspecteur John Strock arrive en vue du Great Eyrie. Il prend contact avec le maire de la commune pour organiser l'ascension de la montagne. Évidemment, le premier magistrat de cette commune située au pied de cette montagne était inquiet de ce qui se passait au Great Eyrie et non moins impatient d'en découvrir les causes. Le voyage vers le sommet de la montagne commence, mais malgré toutes leurs tentatives, une barrière naturelle infranchissable les empêche d'atteindre le sommet de la montagne. Mais c'est alors que l'attention publique fut non moins sollicitée par un fait d'ordre tout différent mais non moins mystérieux. Depuis quelque temps, sur les routes qui rayonnent autour de Philadelphie, circulait un extraordinaire véhicule dont on ne pouvait reconnaître ni la forme, ni la nature, ni même les dimensions tant il se déplaçait rapidement. Que ce fût une automobile, il y avait parfait accord à ce sujet. Mais quel moteur l'animait ? On en était réduit aux hypothèses. Quant au conducteur, renfermé à l'intérieur de son automobile, il avait été impossible de l'apercevoir. On ne savait ni à qui il appartenait, ni d'où il venait, ni où il allait. On ne l'apercevait qu'au moment où il filait comme un projectile dans sa marche vertigineuse. Comment tolérer ces courses folles d'un appareil qui menaçait de tout renverser ? Un jour, lors d'une course internationale de voitures organisée par l'Automobile Club dans l'État de Wisconsin, les plus puissants engins des meilleurs constructeurs du monde se retrouvent soudain dépassés par cet engin à une vitesse au moins double de la leur, soit à plus de 240 km/h. Avec la rapidité de l'éclair, le monstre mécanique arriva vers la ligne d'arrivée qui se situait devant le lac Michigan. Des sifflets stridents déchiraient l'air, invitant à se ranger sur son passage. Il ne ralentissait pas sa vitesse. Pourtant, le lac Michigan n'était plus qu'un demi-mille et son élan suffisait à l'y précipiter. Est-ce donc que le mécanicien n'était plus le maître de sa mécanique ? Mais chose incroyable, il disparut mystérieusement au tournant de la route et on ne trouva plus trace de son passage. Peu de jours plus tard, une masse mouvante se déplaçant avec une extrême vitesse est aperçue à la surface de l'océan au large des côtes américaines. Et si cette chose fut prise tout d'abord pour un cétacé ou un autre monstre marin,
il devint rapidement évident qu'il s'agissait d'un engin d'un rare degré de perfection. Peut-être, avant de livrer le secret de son invention, l'inventeur cherchait-il à provoquer l'attention publique et même quelque épouvante chez la gente maritime. Une telle sûreté dans ses manœuvres, une telle rapidité dans ses évolutions, une telle facilité à se dérober aux poursuites grâce à son excessive puissance de déplacement. Cela était bien pour piquer la curiosité. Ces faits étranges interrogeaient la police, et tout particulièrement l'inspecteur-chef John Strock, qui commence à trouver une singulière ressemblance d'allure entre la mystérieuse automobile et cet engin de navigation. Progressivement, il devient évident qu'il s'agit du même engin capable de rouler et de naviguer. Il importait que les États-Unis puissent devenir propriétaires d'un tel appareil, lui assurant une incontestable supériorité sur les autres pays, surtout en cas de guerre. Aussi, le gouvernement fit publier une note dans les journaux invitant le mystérieux inventeur à se faire connaître afin d'indiquer le prix auquel il consentirait à vendre son invention. La réponse ne viendra qu'après plusieurs jours, durant lesquels le public se passionnait pour cette extraordinaire affaire. Une lettre non timbrée, déposée dans la boîte aux lettres de l'hôtel de police de Washington, fut enfin retrouvée. Quant à l'individu qui l'avait apportée pendant la nuit, personne ne l'avait aperçu. Cette lettre indique qu'elle a été écrite à bord de l'Épouvante. C'est donc le nom de ce fantastique engin. Et c'est un refus absolu et définitif à la proposition du gouvernement. L'appareil restera ma propriété et j'en ferai l'usage qui me conviendra, écrit l'auteur de cette lettre. Avec lui, j'ai tout pouvoir sur le monde entier. Qu'on n'essaye pas de s'en emparer, il l'est et sera hors d'atteinte. Le mal qu'on voudrait me faire, je le rendrai au centuple. Et c'est signé Maître du Monde. L'opinion publique exige du gouvernement que ce personnage et sa diabolique machine soient mis hors d'état de nuire. L'inspecteur John Strock a pour mission de retrouver ce Maître du Monde et sa machine dénommée l'Épouvante. Des primes considérables furent assurées à quiconque découvrirait la retraite de ce dangereux inventeur. C'est ainsi que sur la base de renseignements, cette nuit-là, sur le bord d'une grève, face à l'Erie, un gigantesque lac situé entre le Canada et les États-Unis, l'inspecteur John Strock et ses hommes scrutent attentivement la surface des eaux. Soudain, une masse noire apparut sur le lac et se rapprocha de la grève pour y mouiller. Seuls 3 hommes semblent composer l'équipage de ce qui ne peut être que l'Épouvante. L'inspecteur décide d'attaquer. Les hommes de l'Épouvante ripostent au revolver. John Strock saisit l'amarre de l'engin, mais soudain celle-ci s'arrache du sable, entraînant dans l'eau l'inspecteur. L'Épouvante, poussée par son moteur, vient de démarrer en trombe, tractant John Strock pris par le grappin. Lorsque l'inspecteur revint à lui, il faisait jour. Une demi-clarté traversait l'épais hublot de la cabine où il avait été déposé. Il pousse un panneau au-dessus de lui et peut alors sortir sur le pont de l'engin. John Strock peut ainsi découvrir cet appareil extraordinaire qu'est l'Épouvante. Sa salle des machines apparaît fonctionnant avec une régularité presque silencieuse. Ce n'était ni du pétrole ou de la vapeur qui le faisait fonctionner, et nul doute que cela soit l'électricité. Un périscope était visible, montrant qu'il pouvait aussi se diriger sous les eaux. Mais qui est donc ce mystérieux capitaine, ce dénommé Maître du Monde? C'est alors que le panneau central se souleva, le personnage si impatiemment attendu parut sur le pont. Le capitaine de l'Épouvante avait pris les commandes de son appareil. Sa main appuya sur le régulateur. Aussitôt, la machine fonctionna plus rapidement à la surface des eaux. 2 destroyers de la marine américaine ont pris en chasse l'Épouvante. Le capitaine de l'Épouvante les laissa s'approcher. John Strock
ne s'expliquait pas les manœuvres de ce curieux personnage. Il reconnaissait en effet très bien la configuration des rives du lac et savait que l'épouvante allait avoir sa route barrée par les cataractes des chutes du Niagara. Et si perfectionné soit-il, l'appareil ne pourrait franchir ce gouffre d'eau déchaînée. John Strock regardait d'un œil terrifié les berges qui défilaient. La vitesse de l'appareil entraînée par les flots était prodigieuse. Les chutes étaient là, toutes proches. Soudain, un violent bruit de mécanisme se fit entendre au sein de l'engin. De grandes dérives, qui étaient plaquées contre le flanc de l'appareil, se détendent comme des ailes. Et au moment où l'épouvante est entraînée dans la chute, elle s'élève à travers l'espace, franchissant les mugissantes cataractes. Ainsi donc, cet appareil du maître du monde était à la fois automobile, bateau, submersible, engin d'aviation. John Strock ne peut qu'admirer les performances de l'épouvante qui se gouvernait avec une surprenante facilité. Assurément, les routes atmosphériques lui étaient aussi familières que les routes maritimes et terrestres. L'inspecteur John Strock arrivera-t-il à découvrir la véritable identité de ce maître du monde? Oui, je puis vous annoncer que c'est Robur le Conquérant, déjà rencontré dans les voyages extraordinaires. Cet étonnant inventeur de l'Albatros qui lui avait permis à l'époque de faire un tour du monde aérien. Comment se termine cette aventure? John Strock pourra-t-il arrêter Robur, pris dans la folie de défier non seulement l'humanité, mais aussi les forces de la nature jusqu'au péril de sa vie? Maître du monde est le tout dernier roman de Jules Verne paru avant sa mort. Il est publié en 1904, alors que l'année précédente, en 1903, deux Américains, les frères White, effectuent avec le Flyer ce qui est considéré comme le premier vol motorisé d'un aéronef plus lourd que l'air. Dans cette œuvre, que l'on pourrait qualifier de roman de science-fiction, l'auteur des Voyages extraordinaires met en scène la formidable puissance technologique des futurs engins de locomotion, tout en nous mettant en garde sur les risques majeurs pour l'humanité d'un progrès technologique sans bornes.